Bonjour à tous. On va commencer ce webinaire dédié aux perspectives économiques du quatrième trimestre de l'année 2024. Une année 2024 qui est d'ores et déjà assez bonne pour les bourses. Au niveau actuel, les actions mondiales progressent de plus de 16%. Dans une année qui est quand même relativement chargée, notamment sur le plan des tensions et des incertitudes géopolitiques. Chargé également du côté macroéconomique avec des changements synchronisés de toutes les politiques monétaires des grandes banques centrales. Et c'est pas fini avec encore hier l'élection potentiellement d'un nouveau président aux États-Unis. Alors, quelles sont les perspectives pour les marchés sur le quatrième trimestre de l'année, ou en tout cas sur les 2 derniers mois de cette année 2024? On va aborder ces éléments avec Daniel Varela, le chef des investissements de Piguet-Galland, et dans un deuxième temps, se pencher sur une classe d'actifs dont on parle peut-être un peu moins, mais qui est toujours extrêmement intéressante pour les investisseurs suisses, le marché de l'immobilier domestique notamment, avec Léonard Dorsa, qui est responsable de la recherche fonds et des investissements alternatifs chez Piguet-Galland. Donc, je passe la parole à Daniel Varela pour la première partie de cette présentation. Voilà, merci Daniel. Donc effectivement, le titre de cette intervention parle effectivement d'un monde incertain. On aurait tendance à dire qu'il y a une incertitude en moins ce matin, avec effectivement au niveau de la politique internationale, même si les résultats n'ont pas été confirmés de manière officielle, on semble effectivement se diriger aux États-Unis vers une victoire des républicains et un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Alors, on a l'habitude de dire chez Piguet-Galland qu'une élection, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, a habituellement peu d'impact durable sur la trajectoire économique d'un pays, sur la trajectoire économique mondiale et sur le comportement des marchés financiers. Et qu'une élection a habituellement, tout au plus, un effet temporaire sur les marchés financiers. Mais c'est vrai que dans le cas présent et concernant cette élection américaine, on avait quelques craintes avec des sondages qui étaient extrêmement serrés sur les derniers jours. On craignait effectivement de se diriger vers un résultat tellement serré que ça aurait pu donner lieu à des contestations, des recours, éventuellement des recomptages de votes et éventuellement une élection qui aurait pu se décider devant les tribunaux. Ça semble pas, c'est un scénario qui ne semble pas se profiler. On a visiblement une marge d'avance suffisamment confortable pour le candidat républicain pour pouvoir effectivement tabler sur une victoire de Donald Trump qui devrait être confirmée dans les prochaines heures, avec effectivement un congrès aux États-Unis qui serait aux mains des républicains et qui permettrait effectivement à Donald Trump et son équipe d'avoir les mains relativement libres pour mettre en place le programme qu'ils ont présenté dans le cadre de la campagne. Donc une incertitude en moins qui probablement permet effectivement de se projeter au niveau du scénario économique, mais également au niveau du contexte des marchés financiers. Alors, il y a d'autres incertitudes et d'autres dossiers chauds qui demeurent sur la table en matière de politique internationale, de géopolitique, et en particulier ce qui se passe du côté du Proche et du Moyen-Orient avec ces tensions qui sont extrêmement importantes, un contexte très tendu, notamment entre Israël et l'Iran, ou en tout cas les proxys du pouvoir iranien. Alors, est-ce que cette élection qui se profile de Donald Trump est plutôt de nature à faire retomber les risques ou voire de les accentuer? Aujourd'hui, c'est encore un peu tôt pour
répondre à cette question, mais si on se fie au premier mandat de Donald Trump, on a effectivement observé que Donald Trump, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop la guerre. C'est pas un va-t-en-guerre. Donc on peut imaginer que dans le cadre d'un deuxième mandat, s'il reste avec le même cap et la même philosophie qui est la sienne, on peut imaginer que les tensions qui apparaissent ça et là dans le monde, les différentes guerres ou escarmouches que l'on a observées sur les derniers mois ou les dernières années, c'est peut-être quelque chose qui aurait tendance à reculer avec un apaisement des risques géopolitiques. Néanmoins, ça c'est encore, comme je le disais, un peu trop prématuré pour pouvoir le dire avec certitude. Nous, en ce qui concerne effectivement ces tensions, et notamment celles qui concernent le Proche et le Moyen-Orient, qui est une zone extrêmement importante en termes de production de pétrole et d'acheminement de pétrole en direction des pays consommateurs de cette énergie, on continuera de surveiller de très près ce qui se passe au niveau du cours du baril de pétrole. Tout simplement parce que on reste convaincu, même si on est dans une période où on parle beaucoup de transition énergétique, avec la volonté d'une bonne partie du monde de se défaire du recours aux énergies fossiles. C'est quelque chose qui a plutôt tendance à changer du côté des États-Unis avec le retour au pouvoir potentiel de M. Trump. Mais c'est vrai que dans cette période où on parle beaucoup de transition énergétique, il faut quand même rappeler que l'énergie la plus consommée dans le monde, pour l'instant, ça reste le pétrole. Donc, important de surveiller ce qui se passe au niveau du cours du baril de pétrole, parce que c'est la courroie de transmission naturelle entre une crise politique, surtout lorsqu'elle a lieu au Proche et au Moyen-Orient, et un choc économique éventuel. Et ce que l'on observe, c'est que les tensions qui sont apparues sur les derniers mois au Proche et au Moyen-Orient, pour l'instant, n'ont pas provoqué une envolée des prix du baril de pétrole. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt rassurant. On se rappelle effectivement qu'il y a environ 3 ans, un peu plus de 2 ans et demi, on avait connu effectivement une période où le baril de pétrole s'était envolé au-delà de $100 le baril, et avant de retomber au moment effectivement de l'éclatement de la guerre en Ukraine. En ce qui nous concerne, dans nos scénarios économiques, on considère que tant qu'on reste un prix du baril de pétrole en dessous de $100, c'est plutôt un contexte favorable pour l'économie mondiale et que les risques économiques n'apparaîtraient que si on s'installe durablement au-dessus de la barre de $100 le baril, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Mais c'est quelque chose que, bien entendu, on va surveiller durant les prochaines semaines et durant les prochains mois. Alors, en matière de politique monétaire, ça c'est quelque chose où effectivement, comme tu l'as mentionné Daniel, il y a des changements assez importants qui se déroulent à ce niveau-là et des changements assez favorables pour l'économie mondiale. À savoir que les banques centrales, après avoir fortement augmenté les taux sur les dernières années, tout ceci pour lutter contre l'inflation. On rappelle effectivement que les banques centrales, en tout cas dans les pays industrialisés, leur mission, c'est de s'assurer que l'inflation ne s'installe pas sur la durée et que un épisode d'inflation ne se transforme pas en période d'hyperinflation. Donc cette victoire contre l'inflation a été remportée par les banques centrales des pays industrialisés. On le voit très bien sur ce graphique avec les pays qui ont été le plus concernés par ce dérapage de l'inflation à la suite du Covid, mais également lors du début de la guerre en Ukraine, avec l'impact que ça a eu sur les prix du pétrole, mais également les prix du gaz en Europe. Cet épisode d'inflation est en train de se résorber grâce notamment à l'action des banques centrales, avec l'inflation effectivement qui, aux États-Unis,
et en Europe, après ce fort dérapage, retourne dans la zone de confort qui est fixée par les banquiers centraux dans ces pays, à savoir une inflation qui est visée entre 0 et 2%. On est en train progressivement de retourner dans cette zone de confort des banquiers centraux, ce qui fait que effectivement, les banquiers centraux peuvent commencer à baisser les taux. Je rappellerai aussi que notre scénario d'inflation est relativement constructif. Il nous semble que cette inflation va continuer de ralentir et qu'on a un contexte qui reste relativement favorable à une certaine stabilité des prix. Alors on parle beaucoup de démondialisation, de déglobalisation, mais on continue, et ça il faut le rappeler, d'importer énormément de produits en provenance de Chine et de pays asiatiques avec des coûts de production relativement bas. Donc on continue d'importer de la désinflation en provenance de Chine et des pays asiatiques, mais on rappellera aussi qu'il y a là où il y a d'autres facteurs favorables à la désinflation à long terme, notamment la démographie, hein, donc une population qui vieillit dans les pays industrialisés, ça c'est plutôt quelque chose qui est désinflationniste parce que c'est des populations qui consomment moins et qui épargnent plus, mais également des tendances importantes en matière d'automatisation, de robotisation, et puis également l'avènement de l'intelligence artificielle. Donc on commence à noter effectivement que l'intelligence artificielle commence à se répandre dans l'économie. Le pays le plus avancé dans ce domaine, c'est les États-Unis, et on constate que sur les derniers trimestres, la productivité semble repartir assez nettement à la hausse du côté des États-Unis, donc un contexte qui reste favorable à la désinflation. Donc, dans ce contexte, effectivement, après avoir remporté cette guerre contre l'inflation, eh bien, les banques centrales ont cette latitude d'étendre à nouveau leur politique monétaire. Ça a commencé tout premièrement en Suisse. Donc, la Banque nationale suisse a été la première à baisser ses taux d'intérêt donc au mois de mars de l'année dernière. Elle a été imitée durant l'été tout d'abord par la Banque centrale européenne, puis par la Banque d'Angleterre, enfin par la Réserve fédérale américaine et d'autres banques centrales, on va dire, plus mineures, peut-être moins importantes, ont également décidé de commencer à assouplir leur politique monétaire. Donc ça, c'est quelque chose qui, d'un point de vue économique, est très positif. Rappeler tout d'abord qu'effectivement, le monde a échappé à un épisode de récession, j'y reviendrai, mais en tout cas, avec ce contexte d'assouplissement des politiques monétaires quasiment de manière synchronisée à l'échelle planétaire, ça c'est habituellement quelque chose qui a pointé et qui a abouti à un redressement économique, à une réaccélération économique relativement importante, et cet effet très fort de l'assouplissement des politiques monétaires dans le monde va sans doute se faire sentir d'un point de vue économique dans le courant de l'année prochaine. Donc c'est vrai que d'un point de vue économique, on peut se poser la question, quelles sont les destinées de l'économie mondiale, modération, stagnation ou accélération? On peut, à notre sens, écarter un scénario de stagnation. La modération, elle a eu lieu et probablement on se dirige vers une accélération. Ce qui est important de préciser, c'est qu'effectivement, on est dans un contexte économique où le cycle économique un nouveau cycle économique devrait redémarrer, effectivement attisé par effectivement cette relance de la part des banques centrales avec cet assouplissement des politiques monétaires, mais ce nouveau cycle économique que l'on entrevoit, il démarre sur de relativement bonnes bases puisque le monde n'a pas connu d'épisode de récession. Donc sur les 3 dernières années, malgré cette forte montée des taux d'intérêt de manière synchronisée à l'échelle de tous les pays industrialisés, on n'a pas connu une récession, en tout cas pas de manière généralisée à l'ensemble de la planète. On a quelques pays qui, effectivement, ont traversé et traversent encore des périodes assez difficiles. C'est le cas notamment de notre voisin allemand. Mais globalement, le monde a échappé à cet épisode de récession, beaucoup grâce à la bonne santé du consommateur américain qui a continué de dépenser. Le consommateur américain est un peu différent du consommateur
européen ou du consommateur suisse qui habituellement, même lorsque les temps économiques, l'horizon économique est éclairci, en Europe, on a habituellement tendance à pas mal épargner, consommer oui, mais pas mal épargner. C'est vrai que du côté du consommateur américain, lorsque celui-ci estime que sa situation financière est positive, la propension à épargner pour ses vieux jours est relativement faible et le consommateur américain a l'habitude de dépenser une bonne partie de ce qu'il gagne, surtout lorsque il estime que sa situation financière est positive. Et c'est le cas actuellement, ça a été le cas sur les derniers mois, tout simplement parce que le taux de chômage est resté très très proche des plus bas historiques aux États-Unis, donc proche de 4%. On le voit sur ce graphique des inscriptions au chômage qui s'étaient envolées au moment du Covid-19, où effectivement là, de nombreuses usines avaient fermé, de nombreuses entreprises avaient eu recours à des licenciements temporaires. Ce que l'on constate, c'est que dès la rouverture post-Covid, on a des inscriptions au chômage qui restent vraiment très très bas. Et puis, dans le même temps, on a des salaires qui ont progressé. Donc, un chômage relativement faible, proche de ses plus bas historiques, des salaires qui ont eu tendance à progresser aux États-Unis. Ça fait que les consommateurs américains continuaient de dépenser en services. Ça a favorisé, on va dire, le tissu économique local aux États-Unis, mais également beaucoup de dépenses en produits qui, aux États-Unis, sont le plus souvent importés, soit en provenance de Chine et d'Asie, lorsqu'on parle de produits, on va dire, à plus faible valeur ajoutée, ou en provenance d'Europe, lorsque on parle de produits à plus forte composante valeur ajoutée. On peut parler notamment en ce qui concerne la Suisse de produits horlogers ou de produits de luxe. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, le consommateur américain, probablement, qui reste dans une bonne santé financière et qui va continuer de dépenser. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec la baisse de taux qui a débuté, qui se profile pour les prochains mois, on devrait aussi assister au réveil de secteurs d'activité, des secteurs d'activité qui sont les plus sensibles, les plus dépendants de l'évolution des taux d'intérêt. Donc, on peut parler notamment de l'industrie, mais également de la construction qui a beaucoup souffert de la remontée des taux d'intérêt hypothécaires ces derniers mois. Donc sur ce graphique, un peu difficile à comprendre, ce qu'il faut voir dans ce graphique, c'est que la courbe plus foncée mesure l'évolution des taux d'intérêt hypothécaires aux États-Unis, mais on exprime cela sur une échelle inversée. Donc en gros, lorsque ce trait noir remonte, c'est que les taux d'intérêt hypothécaires aux États-Unis sont en train de baisser. Et on constate qu'après un plongeon des ventes de maisons aux États-Unis sur les derniers mois, eh bien, ces ventes de maisons sont en train de se redresser et de repartir à la hausse. Donc, certains secteurs économiques qui sont sensibles aux taux, qui ont beaucoup souffert ces derniers mois, vont se redresser. Parler de l'industrie, on peut tabler effectivement sur un redressement de l'industrie de l'industrie américaine, grâce à ces baisses de taux, mais aussi grâce au programme de Donald Trump qui vise effectivement une réindustrialisation des États-Unis. Et ça, c'est sans doute quelque chose qui pointe effectivement sur des investissements qui vont repartir à la hausse du côté de l'industrie américaine. Et ça, c'est quelque chose qui est positif d'un point de vue économique. L'Europe on le constate sur ces indicateurs, c'est des sondages auprès de directeurs d'achat, donc sur le climat des affaires. On constate qu'après un début de redressement de ces indicateurs au début de l'année, on a des indicateurs qui rechutent un petit peu dernièrement. Alors c'est vrai que l'élection de Donald Trump, si elle est confirmée dans les toutes prochaines heures, c'est pas forcément une très très bonne nouvelle pour la zone euro. On sait que M. Trump, dans son programme, et pour participer effectivement à cette réindustrialisation des États-Unis, a dans son programme des mesures de mettre en place des tarifs douaniers, notamment à l'égard de la Chine, mais également à l'égard des exportations européennes en direction des États-Unis. Et ça, bien entendu, ça pourrait pénaliser l'industrie européenne et l'économie européenne, qui déjà ne se portent pas extrêmement bien. Donc, et notamment dans les trois
moteur hein, de l'économie européenne, donc du côté de la zone euro, l'Allemagne et la France, mais on peut parler également du Royaume-Uni qui n'est pas dans une situation économique des plus favorables. C'est vrai que l'élection de Donald Trump ne tombe pas forcément au meilleur des moments. Heureusement, cette baisse des taux qui a déjà débuté du côté de l'Europe et qui va se prolonger dans les prochains mois, voire même éventuellement s'accélérer, eh bien, c'est quelque chose qui devrait quand même soutenir un peu l'économie européenne et l'économie britannique. L'économie suisse continue de montrer une sacrée résilience, effectivement. Donc, on le voit sur ce graphique, ça montre que l'économie suisse continue de créer des postes. Logiquement, l'économie suisse, dans un contexte de réaccélération économique mondiale, avec les baisses de taux qui, là aussi, ont débuté du côté de la Suisse, on table sur une réaccélération économique. Donc, résilience qui fait que l'économie suisse a continué à croître cette année, on va dire de l'ordre de pas loin de 1% en 2024. On table sur une légère réaccélération de l'économie suisse en 2025 et probablement une réaccélération qui va se confirmer en 2026. Donc, dans ce contexte plutôt favorable du côté économique, même s'il faut bien entendu, par rapport à, Donald Trump, qui nous a montré quand même qu'il était quand même passablement, on va dire, imprévisible durant son premier mandat. On peut s'attendre à quand même pas mal de soubresauts et de décisions ou de lois du côté des États-Unis qui peuvent éventuellement temporairement créer une certaine incertitude à l'échelle de l'économie mondiale, mais quand même une reprise de l'économie mondiale qui semble assez bien engagée et qui devrait être favorisée par effectivement cette baisse de taux. Dans ce contexte-là, résilience économique, réaccélération économique à venir, baisse de taux, quel sera l'impact pour les marchés financiers? Cet impact, selon nous, il devrait être relativement favorable en ce qui concerne le marché obligataire pour commencer. Donc, ce graphique est un peu compliqué, mais ce qu'il faut entendre par ce graphique, c'est que donc sur l'échelle horizontale, on a le taux actuel moyen sur les obligations à long terme dans le monde. Donc, le taux moyen sur les marchés obligataires mondiaux et l'observation que l'on a pu faire lorsqu'on était à ce niveau de taux sur la performance des marchés obligataires sur les 5 années qui suivent. Ce que l'on constate, c'est que lorsqu'on a été sur un taux moyen des marchés obligataires mondiaux de l'ordre de 3,5 à 4%, eh bien, habituellement, dans les 5 années qui suivent, les marchés obligataires ont délivré des performances tout à fait honorables, entre 4 et 6%. C'est un peu ce que l'on attendait, ce que l'on attend pour les prochaines années. Donc, des performances plutôt positives, plutôt honorables du côté du marché obligataire, même si il faut quand même faire une digression ici par rapport au marché obligataire suisse. Marché obligataire suisse, les taux ont déjà beaucoup baissé. Sur la courbe des taux de la Confédération, on a des rendements qui, aujourd'hui, que ce soit sur des échéances courtes, 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais même sur des échéances beaucoup plus longues, à 10 ans, on a des obligations de la Confédération suisse qui n'offrent plus qu'un rendement extrêmement faible, de l'ordre de 0,4 à 0,5%. Donc, probablement le marché obligataire suisse est celui qui réserve les opportunités les moins intéressantes, mais sur des marchés où les rendements sont encore relativement élevés. On peut penser au marché américain, le marché britannique, éventuellement aussi le marché européen. On garde effectivement un potentiel de rendement relativement intéressant pour l'année prochaine, en tout cas, et éventuellement les années qui suivent. Mais probablement que le potentiel et les meilleures opportunités offertes par les marchés financiers sont plutôt à trouver du côté des bourses et des marchés actions, tout simplement parce que habituellement, historiquement, ce que l'on a observé, c'est que quand on a une majorité de banques centrales qui s'engagent dans des baisses de taux, et dans un assouplissement des politiques monétaires, habituellement dans les mois qui suivent, dans les 2 années qui suivent, ça se traduit par des performances boursières positives. Donc en moyenne, hein, sur les dernières 50 années,
Ça, c'est le trait noir. Ce que l'on a constaté, c'est que la performance moyenne a été de l'ordre de 20% chaque fois que les banques centrales, une majorité de banques centrales dans le monde, a baissé ses taux. Et lorsque les baisses de taux qui ont été décidées par ces banques centrales n'étaient pas liées à une économie en difficulté ou un épisode de récession, mais tout simplement parce que l'inflation permettait effectivement d'abaisser les taux. C'est le trait rouge. On constate que, en l'absence de récession, lorsque les banques centrales baissent les taux parce que l'inflation est en train de reculer, eh bien habituellement, ça s'est traduit en moyenne par des performances boursières bien au-dessus, bien supérieures, et en moyenne de l'ordre de 30 à 35% dans les 2 années qui suivent. Donc l'histoire, effectivement, montre que habituellement, lorsqu'une majorité de banques centrales baisse les taux, c'est favorable aux bourses. Alors l'histoire, ce n'est pas une garantie totale de ce qui va arriver sur les bourses dans les prochains mois. Il faut bien entendu toujours continuer à s'appuyer sur les valorisations boursières. Est-ce que les actions sont déjà trop chères après la progression des bourses que l'on a connues cette année? Ce que l'on constate, c'est que quand on regarde les fameux ratios de cours-bénéfice, price earnings ratio en anglais, qui sont habituellement les ratios que l'on regarde pour juger si les bourses sont bon marché ou sont chères. Ce que l'on constate, c'est qu'habituellement, on est plutôt dans une situation favorable dans la plupart des pays. En comparaison de la moyenne de ces 50 dernières années, on constate notamment que les marchés émergents, la Chine, le Royaume-Uni, l'Europe, on est plutôt en dessous de leur moyenne historique sur les 50 dernières années. Il y a un seul marché qui est plutôt au-dessus de cette moyenne historique, c'est les États-Unis. Mais là, c'est vrai qu'on a tendance à nuancer, on va dire, la cherté des États-Unis, si on peut s'exprimer ainsi, tout simplement parce que, en fait, ce ratio, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est combien d'années de bénéfices il faut pour récupérer sa mise de départ lorsqu'on investit, par exemple, sur une entreprise. Habituellement, effectivement, donc, ce qu'on constate, c'est que sur la plupart des marchés, il faut entre 10 et 15 ans sa mise. Il faut plutôt 20 et quelques années pour récupérer sa mise de départ aux États-Unis, mais c'est sans compter sur la progression des bénéfices. Donc, comme la progression des bénéfices est supérieure aux États-Unis, tout simplement parce que les secteurs de croissance, notamment la technologie, ça représente une part conséquente de la bourse et de la cote américaine, au-delà de 40-45%. Ça veut dire on a une croissance bien plus élevée, on aura tendance à récupérer sa mise de départ beaucoup plus rapidement dans un pays, dans un marché où les bénéfices ont une croissance beaucoup plus importante. Donc, ça permet effectivement de mitiger ce message légèrement plus négatif sur ce graphique à l'égard des États-Unis. La réaction ce matin du dollar américain a été plutôt haussière, et c'est vrai que donc, on n'a pas mentionné précédemment au niveau des banques centrales. C'est vrai que toutes les banques centrales vont continuer de baisser les taux d'intérêt sur les prochains mois, y compris la Banque centrale américaine. Mais c'est vrai que face à un programme de Donald Trump qui pointe sur une politique assez expansionniste, avec effectivement aussi le risque d'appliquer des tarifs douaniers qui peut temporairement créer un sursaut de l'inflation américaine, puisque c'est des tarifs qui seront appliqués sur tous les pays, tous les produits qui seront importés par les États-Unis. On a effectivement le potentiel d'avoir une réserve fédérale qui sera peut-être un peu plus prudente que les autres banques centrales en termes d'assouplissement de la politique monétaire. Ça, c'est quelque chose qui effectivement a été interprété de manière plutôt positive, en tout cas aujourd'hui, sur le court terme, par les investisseurs, avec effectivement un dollar qui progresse assez nettement aujourd'hui contre la plupart des monnaies. Néanmoins, on rappellera que habituellement, lorsque la Banque centrale américaine baisse ses taux, étant donné que les États-Unis c'est un pays qui a tendance à vivre à crédit, au-delà de ce qui est raisonnable, avec un déficit budgétaire, mais un déficit commercial également. Donc les États-Unis ont habituellement besoin d'offrir des taux d'intérêt plus élevés pour attirer les investissements de la part d'investisseurs internationaux. Ce que l'on a constaté, c'est qu'en 2021-2022, le dollar a beaucoup progressé parce que la Banque centrale américaine a beaucoup plus monté ses taux que les autres banques centrales.
Et c'est vrai qu'il faudra voir au-delà de cette élection de Donald Trump sur une plus longue durée. Est-ce que la Banque centrale américaine va baisser ses taux de manière assez nette du côté des États-Unis? Potentiellement, effectivement, ça pourrait pénaliser, affaiblir le dollar contre la plupart des autres monnaies. Mais pour l'instant, effectivement, on a plutôt un dollar qui réagit bien à cette élection. Du coup, pour le coup, donc, quelle est l'allocation que nous avons dans nos portefeuilles, l'allocation recommandée? Je tiens à préciser que cette élection de Donald Trump, pour l'instant, ne s'est pas traduit par des changements au niveau de notre allocation cible de portefeuille. C'est plutôt le scénario que l'on avait privilégié dans notre scénario économique et scénario pour les marchés financiers. Donc, on continue dans ce contexte de réaccélération économique et de détente des politiques monétaires, de penser qu'effectivement, il faut surpondérer les actions. Donc, on a une part action dans un portefeuille, par exemple ici le portefeuille pondéré en francs suisses. Donc, dans notre allocation cible, on est plutôt aux alentours de 40%. Aujourd'hui, on surpondère les actions à 44%. On a d'ailleurs décidé d'augmenter les actions américaines il y a de cela quelques semaines parce qu'on veut privilégier le marché américain qui est par nature beaucoup plus cyclique, qui aura tendance à plus profiter d'une réaccélération économique. On l'a fait un tout petit peu aux dépens de la bourse suisse qui est une bourse beaucoup plus défensive et qui profitera moins d'une relance économique. Dans le même temps, on a donc toujours des matières premières, un socle de matières premières 5%. Ça, c'est totalement investi en or. L'or a déjà beaucoup progressé, mais on continue de penser que la hausse de l'or n'est pas terminée dans un contexte où les banques centrales, notamment dans les pays émergents, continuent d'acheter beaucoup d'or. Et puis, on a un socle de produits obligataires, donc de l'ordre de 30%. On maintient ce socle de produits obligataires qui confère une certaine résistance au portefeuille en cas de volatilité sur les marchés financiers. Mais on observe effectivement qu'on a peu d'obligations suisses, seulement 5% dans un portefeuille pondéré suisse, tout simplement parce qu'effectivement, les taux d'intérêt en Suisse sont déjà extrêmement bas. On a plutôt tendance à privilégier comme produit de rendement les fonds immobiliers suisses qui ont un rendement net d'impôt très intéressant. Et à ce sujet, effectivement, je vais passer la parole à notre collègue Léonard Dorsa qui va parler effectivement des fonds immobiliers suisses. Peut-être avant de poursuivre, petit rappel, n'hésitez pas à nous adresser par écrit vos questions pendant ces présentations sur l'un ou l'autre des sujets ou un autre sujet, questions auxquelles on essaiera de répondre à la fin de la présentation. Et je passe la parole maintenant à Léonard. Bonjour à tous, donc on va parler du marché immobilier suisse et du marché des fonds immobiliers suisses. Pour commencer, on va passer directement le marché immobilier suisse. En quelle santé est-il? Le marché immobilier, c'est un marché qu'on peut facilement simplifier entre j'étais un peu en avance. Tout d'abord, on va regarder comment le marché s'est comporté ces dernières années. On avait eu une très forte progression depuis plus de 10 ans, mais avec la hausse des taux de la Banque centrale suisse en 2021-2022, on voit sur le graphique de gauche que le prix des maisons et des appartements s'était tassé et qu'on a eu près de 2 ans de stabilité. C'est une évolution qui était probablement nécessaire. Sur le graphique de droite, on a une étude faite par UBS. Ils appellent ça l'étude des bulles immobilières, où ils essaient de faire ressortir est-ce qu'on est dans un marché où les prix sont plutôt à risque ou c'est un marché plutôt sain. Cette forte progression avant 2021 avait mené cet indice dans des indicateurs de bulles, donc d'exagération assez forte selon UBS. Et on voit que cette stabilisation qu'on a eue pendant 2 ans a permis au marché de retrouver des bases qui sont plus solides et de digérer un petit peu la progression très rapide qu'on a vue dans le passé. Qu'est-ce que l'on pense à partir d'ici? Comme je commençais à le dire avant, le marché immobilier, on arrive facilement à simplifier, regarder l'offre et la demande pour avoir une meilleure idée de sa solidité. On voit à gauche la demande que l'on illustre ici par la variation de la population, plus de population équivalent bien entendu à plus de besoins de logement. Et on voit donc sur le trait vert la variation de la population qui a même accéléré ces dernières années, tiré par le sol migratoire principalement, mais donc une demande qui est forte. Et à droite,
l'offre. On a là en rouge les demandes de permis de construire et en bleu tout ce qui est nouveau logement construit. On remarque que sur 10 ans, l'offre est en baisse. Donc, on construit moins de logements actuellement qu'il y a 10 ans, malgré donc une population qui continue de croître. Donc, une balance entre l'offre et la demande qui reste tout à fait porteuse. Et c'est quelque chose que l'on voit aussi dans l'évolution du marché. On a ici les taux de vacances. Les taux de vacances, c'est quelque chose dont on parlait beaucoup il y a 10 ans, où on atteignait vraiment des plus bas historiques. Il y a une petite phase où les choses se sont améliorées, qu'il y a un peu de nouvelles constructions, mais depuis 2 ans, on remarque que c'est les taux de vacances qui retournent à la baisse, et c'est une des choses qui explique vraiment la réaccélération des prix que l'on a vu récemment. Donc, on parlait d'immobilier, nous, on veut vraiment vous parler d'immobilier coté. Qu'est-ce que c'est l'immobilier coté? Ce sont des fonds cotés à la bourse suisse où on peut investir. Un investisseur donc achète des parts du fonds et le gérant du fonds, lui, après, va investir directement dans de l'immobilier physique. Dans le passé, comment ça s'est comporté? On voit ici depuis plus de 20 ans l'évolution du marché, en noir l'indice du marché immobilier, et on voit qu'on a une progression très régulière. J'ai comparé ça ici aux actions et vraiment pour mettre quelque chose en face, et on voit que la comparaison, enfin, il n'y a pas du tout à souffrir de la comparaison, avec une progression à peu près équivalente sur la durée, avec un risque et une volatilité qui étaient donc bien inférieurs. Quels sont les avantages pour un investisseur de s'intéresser aux fonds immobiliers? J'en ai cité ici 3 principaux. Tout d'abord, il y a un avantage fiscal très important. Pour les investisseurs privés suisses, un investissement dans des fonds immobiliers suisses est totalement défiscalisé. Ça veut dire que sur un relevé de fin d'année, un relevé de banque, bien entendu, la position va apparaître à sa pleine valeur. Néanmoins, sur le relevé fiscal qui est établi à la fin de l'année aussi, la valeur de cette position va être une fraction de ce que l'on voit en valeur nominale, voire même zéro. Et c'est la même chose par rapport aux dividendes. Les fonds qui vont payer 2-3% de rendement, c'est un rendement qui est totalement défiscalisé. Il ne va pas y avoir donc d'impôt sur le revenu qui est prise là-dessus. On a aussi des valorisations qui sont attractives. On voit sur le graphique de droite les rendements de ces fonds immobiliers en bleu foncé qui ont un petit peu diminué, mais qui sont toujours à 2% et demi à peu près. Et on le compare ici au rendement des obligations gouvernementales en vert. On a une différence qui est quand même très attractive, et je me répète par rapport au point d'avant, les rendements obligataires sont taxés sur le revenu, bien entendu. Les rendements immobiliers que l'on voit ici sont totalement défiscalisés, donc les 2% et demi qu'on touche sont des 2% et demi réels. Et pour finir, un autre intérêt très intéressant pour un investisseur, c'est compliqué pour un investisseur privé d'avoir un portefeuille immobilier diversifié, à la fois par région et par type de bien, alors que les fonds qui existent, on investit dans un fonds immobilier, le gérant, lui, va avoir une grande diversification par région, en Suisse romande, en Suisse alémanique, et aussi par type de bien, de l'immobilier commercial, de l'immobilier résidentiel. Donc, ça fait un risque qui est plus faible, et c'est voilà 3 avantages qu'on peut citer les plus importants. Au vu de tout cet intérêt que l'on a pour cette classe d'actifs, on a lancé au cours du mois de juin un produit dédié à cette classe d'actifs. L'intérêt vraiment est d'offrir aux investisseurs une exposition diversifiée, une vingtaine de positions à ce segment. On veut avoir une gestion active et fiscalement efficiente. On a un partenariat avec la BCV, je vais y revenir très rapidement. Et comme je le mentionnais avant, on se focalise vraiment sur les titres qui sont fiscalement efficients. L'intérêt est on se place vraiment à la place d'un investisseur privé suisse et on veut minimiser cette fiscalité. Pourquoi la BCV? La BCV est un acteur depuis très longtemps très important sur le marché des fonds immobiliers suisses. C'est le plus gros dépositaire de ces fonds. C'est une société très importante aussi dans tout ce qui est market making. Donc, ils voient les flux, ils voient où est la demande, et ils arrivent pour ça à avoir une meilleure compréhension de ce marché. D'un point de vue asset management, depuis 14 ans maintenant, ils gèrent aussi des mandats là-dessus. On voit sur le graphique du bas la performance de ces mandats, où on voit une performance d'un peu plus d'1%, une surperformance d'un peu plus de 1% par année par rapport au marché. Donc, pourquoi parler maintenant de cette classe d'actifs? Le graphique de gauche est intéressant. On voit en gris l'évolution donc de cet indice. Et je mentionnais avant la période 2022, la hausse des taux qui avait eu
qui avait vraiment pesé sur le marché immobilier. Ça a été d'autant plus vrai sur les fonds immobiliers où on voit que la baisse a été très marquée. Les traits bleus sont aussi importants. Le trait bleu du bas, c'est vraiment la valeur comptable de ces fonds. Donc, je le mentionnais, c'est des fonds qui sont cotés en bourse. Ils publient une fois par année ou une fois par année une valeur comptable, mais ils peuvent traiter loin de cette valeur comptable. On voit qu'en moyenne, ils traitent entre 15 et 30%, à 15 et 30% de primes par rapport à ça. Fin 2021, on arrivait à des niveaux qui étaient beaucoup trop élevés, plus de 40% de primes. C'est un moment où il fallait être plus prudent, mais on a eu un fort nettoyage. On est redescendu à 5-10% de primes à la fin de l'année passée. Et maintenant, malgré le rebond que l'on a vu, on est seulement à 22% de primes, donc un niveau qui est un petit peu en dessous de la moyenne historique. Donc, une valorisation intéressante. Et le tableau de droite est aussi très intéressant. C'est la saisonnalité de cet indice depuis 28 ans. 28 ans passés sur cette période qu'on a les données. Qu'est-ce que ce tableau veut dire? On voit en janvier 1,7%, ça veut dire qu'en moyenne, sur les 28 dernières années, le mois de janvier était fort. Le mois de mai, moins 0,1, le mois de septembre aussi, en très légère baisse, sont donc des mois où il ne se passe pas grand-chose. Et on remarque que les mois de novembre et de décembre sont historiquement des mois qui sont très forts et toutes les années. C'est pas qu'on a quelques années où c'est très fort, c'est vraiment un mouvement qu'on voit de manière très très large. On pourrait essayer d'expliquer ça en se disant qu'à la fin de l'année fiscale, les gens vont se dire qu'ils ont un petit peu d'argent sur des comptes plutôt que de le voir taxé sur la fortune, ils vont investir dans des fonds immobiliers. Un raccourci dont je vous laisserai discuter. Donc, mais on a une saisonnalité très forte. Le mois de décembre qui est très bon, c'est une saisonnalité qui continue sur le mois de janvier. Donc, on pense que c'est un moment où ça vaut vraiment la peine de s'intéresser à cette classe d'actifs. Par rapport à un autre certificat, vous avez là quelques statistiques clés. On a un rendement proche du marché, environ 2,5%, totalement défiscalisé, je me répète. Et un agio, on voit là la troisième ligne du tableau à gauche, 13%, donc quelque chose de beaucoup plus conservateur que le marché est à plus de 20, on est sur des titres qui sont vraiment meilleurs marchés aussi que l'indice. La répartition géographique, on voit à droite, peu de choses à ajouter là, parce que, enfin, on pourrait se dire on a un biais sur l'arc lémanique très fort, c'est le marché vraiment qui a ce biais. Historiquement, c'est un marché qui a vraiment débuté en Suisse romande et qui seulement par la suite s'est développé en Suisse alémanique. Par contre, la répartition sectorielle en bas à gauche est intéressante. On a un fort biais sur le résidentiel aux dépens de tout ce qui est bureau. On parle beaucoup de télétravail. Le télétravail va avoir un impact négatif sur le bureau. Par contre, tout ce qui est résidentiel va continuer bien se comporter et avoir plutôt un soutien de ce côté-là. Donc, c'est un biais qu'on a dans le portefeuille, que l'on est tout à fait conscient d'avoir et que l'on aime beaucoup. Et pour finir, en bas à droite, juste les plus grandes positions que l'on a actuellement dans le portefeuille. Le certificat a été lancé début juin, je le mentionnais avant. Depuis ce lancement, la dynamique a été assez bonne, en hausse de plus de 7%, mais on pense quand même que cette saisonnalité va être un soutien encore sur la fin de l'année. Merci à Daniel, à Léonard. On va peut-être embrayer maintenant sur les questions qui nous ont été posées. Alors, toujours en rapport avec l'élection américaine. Pour le moment, la réaction du marché semble être plutôt positive outre-Atlantique. Quels sont les segments, peut-être les secteurs du marché qui peuvent bénéficier le plus d'une victoire de Donald Trump et du basculement du Congrès américain du côté républicain? Alors, c'est vrai que avec la politique assez expansionniste que l'on a décrite effectivement, donc de la part des républicains, et si effectivement cette avance confortable se confirme et que ça donne effectivement la majorité aux républicains dans les deux chambres du Congrès, on imagine effectivement que les républicains, Donald Trump en particulier, auront vraiment énormément de marge de manœuvre pour mettre en place leur politique. Cette politique est assez expansionniste. Elle aura tendance effectivement à favoriser la réindustrialisation. Donc, c'est vrai que ce qui semble se dessiner, c'est notre scénario également, c'est que les secteurs les plus cycliques auront tendance à profiter. Donc, notamment, on peut parler effectivement de tout ce qui est industriel, mais également tout le complexe de la production, l'exploration de matières premières,
également pour tout ce qui est énergétique et notamment le pétrole. On peut penser également que tout ce qui est secteur financier, donc les banques, ça c'est un secteur également qui devrait profiter effectivement de cette relance cyclique à laquelle on devrait assister. Il y a une question qui reste effectivement aujourd'hui encore en suspens. Comment se comportera le secteur de la technologie qui a quand même beaucoup porté l'évolution de la bourse américaine sur les dernières années? Et effectivement, on peut se poser quelques questions. On sait que c'est un secteur d'activité qui, par le passé, a un peu égratigné, n'a pas tellement favorisé Monsieur Donald Trump parce qu'il a gardé effectivement une dent contre certains de ces acteurs hein, de la technologie américaine. Ça, on le verra, ça pourrait aboutir éventuellement à un peu plus de régulation, de réglementation, ce qui n'est pas habituellement quelque chose qui vient avec une majorité républicaine. Mais ceci, on sera assez rapidement fixé dans les premiers mois de l'année prochaine. Par contre, c'est vrai que quand on parle de réaccélération et de surperformance du côté cyclique, on peut penser que les producteurs, les fabricants de semi-conducteurs, ça c'est des sociétés qui seront favorisées. Et enfin, donc les secteurs, ou plutôt un style qui devrait également bien profiter, notamment de baisses d'impôts, c'est les petites et moyennes entreprises qui, effectivement, entre les baisses d'impôts et les baisses de taux qui devraient intervenir, peuvent envisager effectivement un redressement de leurs finances et de leurs affaires. Toujours sur l'élection de Donald Trump, mais plutôt du côté géopolitique. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette élection par rapport notamment au conflit en cours en Ukraine et puis à la réaction potentielle du marché européen? On a vu par le passé une position assez tranchée de Donald Trump à l'égard de ces dépenses qui étaient faites. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de ce point de vue-là du côté européen? Alors c'est vrai que je le disais précédemment dans mon intervention, durant le premier mandat de M. Trump, on a observé effectivement qu'il n'aime pas la guerre et que c'est plutôt quelqu'un qui essaye d'aplanir les conflits et d'essayer effectivement de faire jouer la carte diplomatique, même si on peut se poser des questions sur ses aptitudes en tant que diplomate. Mais on rappellera également que sur les derniers mois, durant sa campagne, il se targuait de pouvoir conclure une paix du côté de l'Ukraine en l'espace de 48 heures. Donc ça, ce sera quelque chose effectivement qu'il faudra suivre. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? On peut imaginer en tout cas que Trump au pouvoir, avec une majorité confortable au Congrès, on peut imaginer que l'aide à destination de l'Ukraine risque de tomber. Donc dans ce contexte-là, alors que effectivement, on constate une armée ukrainienne plutôt en difficulté à l'heure actuelle sur le front, on peut imaginer que une phase de négociation pourrait aboutir à une paix, à moins effectivement que les pays européens prennent le relais de l'aide américaine pour continuer d'armer l'Ukraine. Donc, notre scénario, ce serait plutôt avoir tendance de prédire effectivement un recul des tensions du côté de l'Ukraine et probablement une solution négociée, même si aujourd'hui ça apparaît plutôt comme une solution qui serait en défaveur de l'Ukraine. Et puis, peut-être une dernière question du côté des matières premières dont s'occupe également Léonard. Qu'en est-il de l'uranium? On a vu ces derniers trimestres un impact assez marqué de l'expansion et du développement de l'intelligence artificielle sur la demande énergétique, notamment aux États-Unis, et puis un retour en grâce, pas seulement aux États-Unis, mais en Europe, de l'énergie atomique. Est-ce qu'on peut jouer ça et comment jouer ça au travers peut-être de l'uranium? Alors, en effet, les sociétés, il y a pas mal de grandes sociétés tech qui ont annoncé des partenariats avec des centrales nucléaires. La réalisation est un peu compliquée avec Meta, par exemple, qui a eu quelques setbacks, on va dire, dans ces discussions. L'uranium est une source d'énergie
qui va continuer de bien se comporter. Ça n'est pas sensible au temps, à la météo, et ça permet vraiment pour les centres de données d'avoir cette électricité, on va dire, de manière stable et fiable. On voit un retour d'intérêt très important sur les sociétés actives dans l'uranium et dans tout ce qui est nucléaire très récemment, ça s'est très bien comporté. Au niveau de l'uranium comme matière première, il y avait eu beaucoup d'enthousiasme là-dessus il y a un an, ça consolide depuis. On pense néanmoins que ça devrait reprendre à un moment. L'élection de M. Trump va probablement, par contre, mettre un petit frein à court terme là-dessus, étant donné sa grande préférence quand même pour simplement le pétrole. Voilà. Et puis, encore pour Léonard, peut-être traditionnelle question sur les cryptos et le Bitcoin suite à l'élection de Trump. Alors, comparé aux élections présidentielles précédentes, les deux candidats cette fois étaient plutôt, voire très favorables à tout ce qui était actifs digitaux. Probablement que Donald Trump était encore plus positif là-dessus que Kamala Harris. On voit ce matin que le Bitcoin a d'abord très bien réagi, même si ça s'est modéré un petit peu par la suite. Probablement que il va plutôt avoir tendance à soutenir, comme il a promis, à soutenir toute cette activité-là. C'est quelque chose qui devrait donc continuer de plutôt bien se comporter dans le futur. Peut-être au complément de ce commentaire, c'est vrai que pendant très longtemps, le risque réglementaire et de régulation des crypto-monnaies était très important. Il y avait cette crainte-là. Ce que l'on observe, c'est que du côté notamment des États-Unis, ce risque ne s'est pas matérialisé. On a plutôt assisté effectivement à une institutionnalisation des crypto-monnaies qui semble effectivement prédire un avenir plutôt favorable à ces actifs avec une menace réglementaire qui est en train de disparaître. Merci. On arrive à la fin de cette présentation. Merci Daniel, merci Léonard, puis merci pour vos questions. N'hésitez pas également à revenir auprès de vos gérants ou pour des questions supplémentaires qui pourront être adressées à l'équipe des investissements. Merci beaucoup et s'il n'y a pas d'autres questions, bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Merci à vous. Merci.